Comment gagner de l'argent facilement? C'est sûrement l'une des recherches les plus effectuées sur Google, mais c'est aussi l'une de celles qui délivre le moins de réponses. Quoi qu'il en soit, il y a bien une personne qui arrive à se faire de l'argent facilement parce qu'elle a un don. Si on peut l'appeler comme ça. En fait, elle fait payer les autres à sa place. Et elle leur coûte très cher parce qu'elle a des goûts de luxe. Mais le pire dans tout ça, c'est que les pigeons en question le font avec le sourire, sans savoir qu'ils ont été manipulés de façon très subtile. Sauf que ça va pas durer éternellement et la chute va faire mal, mais elle va faire mal à tout le monde. Alors accrochez-vous bien, c'est parti pour une nouvelle histoire d'arnaque. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur et aujourd'hui ça va pigeonner sec. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide énormément et surtout vous ne manquerez aucune vidéo comme ça. Entre 2013 et 2017, un nom résonne dans les salons UP de Manhattan, celui d'Anna Delvey, une héritière allemande richissime dont la fortune est estimée à pas moins de 60 millions d'euros. Anna a une confiance en elle presque palpable, une ambition démesurée, et elle arpente les rues de New York avec des involtures, uniquement vêtues de pièces de haute couture. Elle réside dans des hôtels de luxe, fréquente les meilleurs restaurants et participe à des soirées dont chaque invité est trié sur le volet. Anna voit grand. Elle veut créer sa propre fondation d'art, un complexe culturel prestigieux dans un bâtiment immense et historique de New York, idéalement situé au cœur de Manhattan. Pour réaliser son projet, elle approche banquiers, investisseurs et avocats, qui voient tous en elle une poule aux œufs d'or. En quelques années, cette jeune femme de 25 ans s'est bâtie un réseau impressionnant dans toute la Grande Pomme. On l'invite partout, on la courtise, on lui fait confiance. Putain, on n'a vraiment pas tous la même vie. Bon, mais le problème, c'est qu'Anna Delvey n'existe pas. Il s'agit en réalité d'un personnage, inventé de toutes pièces par une Russe aux origines très modestes, qui rêvait de devenir célèbre. Et à force de mensonges, de culot, mais aussi, faut bien l'admettre, d'ingéniosité, Anna a atteint son objectif. Pour comprendre comment elle a réussi à duper l'élite de l'une des 20 plus grandes villes du monde, retour en 1991. C'est cette année-là, plus précisément le 23 janvier, qu'Anna Sorokina voit le jour à Domodedovo, une ville satellite ouvrière russe située au sud de Moscou. Rien dans son milieu familial modeste ne prédestine cet enfant à devenir l'une des arnaqueuses les plus médiatisées des temps modernes. Son père est chauffeur routier, tandis que sa mère possède une petite épicerie de quartier. En 2007, la famille d'Anna quitte la Russie pour s'installer en Allemagne, dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais comme l'allemand est une langue si douce à l'oreille, le nom de cette région en allemand est Nordrhein-Westfalen. Ça va, j'ai encore mon tympan. Là-bas, l'adolescente âgée de 16 ans intègre la Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler, une école catholique d'Eschweiler. Je retire tout ce que je viens de dire sur l'allemand. Ses camarades de classe la décrivent comme une élève discrète, qui peine à maîtriser l'allemand. À cette époque, rien ne distingue vraiment Anna des autres lycéens, si ce n'est peut-être sa passion naissante pour la mode. La jeune fille dévore littéralement tous les magazines qui traînent sur le sujet. Elle se perd dans la lecture de blogs tendances et passe des heures sur les réseaux sociaux comme LiveJournal et Flickr à suivre des comptes consacrés à l'image et au style. Anna développe une fascination pour ce monde glamour, si éloigné de sa réalité quotidienne. En 2011, elle déménage à Londres pour entamer des études à la prestigieuse école de mode Central St. Martin's. Mais elle abandonne rapidement le cursus qu'elle suit et retourne en Allemagne. Honnêtement, je la comprends, je préfère entendre parler allemand autour de moi toute ma vie plutôt que de subir la bouffe anglaise. Et j'y ai vécu, je sais de quoi je parle, les Anglais ont vraiment des palais de Doberman, c'est inquiétant. Bref, l'année suivante, elle décroche un stage dans une agence de relations publiques à Berlin. Mais cette expérience est elle aussi de courte durée. La jeune femme s'envole ensuite pour Paris, où elle obtient un poste de stagiaire au sein des locaux du magazine de mode français Purple. Un emploi qui ne lui rapporte que 400 € par mois, mais qui lui permet de mettre un pied dans le monde qu'elle aspire tant à intégrer. C'est pendant sa période parisienne qu'Anna adopte le patronyme Delvey. C'est également à ce moment-là que se dessine une première facette de son personnage. Anna se détache de sa famille et ne contacte que très rarement ses parents, qui paient pourtant le loyer de son logement parisien. Et tout le monde sait que c'est très cher un loyer à Paris. Le détachement, la distance émotionnelle et la manipulation financière commencent à faire partie de son mode de fonctionnement. À l'été 2013, Anna se rend à New York pour assister à la Fashion Week. Elle découvre alors une ville où tout semble possible et dans laquelle de solides connexions sociales peuvent faire plus que les diplômes ou l'expérience professionnelle. Elle trouve plus facile de se faire des amis à New York qu'à Paris et décide d'y rester, en demandant à être transférée dans les bureaux new-yorkais du magazine Purple. Seulement, Anna quitte son emploi assez rapidement. Puis elle a une idée qui va changer le cours de sa vie. Elle veut créer la Anna Delvey Foundation, un club privé et une fondation d'art situés au même endroit,
et pas n'importe lequel. Ce projet ambitieux inclut la location de l'intégralité du Church Mission House, un immense bâtiment historique de 6 étages qui compte quelques 4200 mètres carrés. Anna envisage d'y installer un espace événementiel polyvalent et un studio d'art, avec des boutiques éphémères organisées par l'artiste Daniel Arsham, rencontré lors d'un stage, ainsi que des expositions signées Urs Fischer, Damien Hirst, Jeff Koons et Tracy Emin. Seulement, comment mettre en place un tel chantier quand on n'a pas un seul sou en poche? Dans la tête d'Anna, c'est très simple. C'est pas grave si elle n'a pas d'argent, parce que les autres en ont. C'est avec cette idée en tête qu'elle commence à approcher le gratin new-yorkais, avec un succès qui défie toute logique. Peu à peu, elle tisse des liens ci et là, et obtient même l'aide du fils de l'architecte Santiago Calatrava pour la planification de son projet. Le tout en discutant de la vente de boissons dans l'établissement avec l'entrepreneur Roy Rogers. Ce chantier, complètement irréaliste compte tenu de ses moyens réels, devient le cœur de son personnage d'héritière allemande. Cette histoire crédible lui donne une substance, une raison d'être à New York, et surtout, un prétexte afin de pouvoir rencontrer toujours plus de personnes influentes. À la manière d'une araignée qui tisse doucement sa toile, Anna invente une biographie sur mesure pour séduire l'élite new-yorkaise, qui est loin de savoir à qui elle a affaire. La métamorphose d'Anna Sorokina en Anna Delvey ne se fait pas du jour au lendemain. Elle construit son personnage méticuleusement, en ajoutant son histoire et son comportement à mesure qu'elle gravit les échelons sociaux de Manhattan. Et au début, ça commence plutôt mal. Après, on va pas se mentir, les Américains ont quand même un don pour se faire arnaquer. En mai 2014, la DJ LD rapporte que sa rencontre avec Anna, qui s'est produite au cours d'une soirée à Montauk, a été des plus étranges. Anna s'y est présentée comme une riche héritière et se vantait de porter des vêtements de grande marque, mais demandait également aux autres invités de l'héberger pour la nuit. Aucun n'a accepté. Et face à leur refus, elle a été contrainte de dormir dans sa voiture. Tu m'étonnes, une bourge qui veut squatter ton canapé, ça inspire pas super confiance quand même. Mais elle va quand même tous les dépouiller. LD affirme également avoir participé à une fête organisée par Anna dans un hôtel branché de New York, qui a été très malaisante. Ce qui a frappé la DJ, c'est le caractère impersonnel de l'événement. L'autre semblait à peine connaître ses invités. Résultat, ils ont tous passé la soirée à fixer leur téléphone, en silence. Ces deux anecdotes révèlent les prémices de la technique d'Anna. Elle veut projeter une image de femme fortunée, pour pouvoir mieux duper les autres, et tirer profit de leur générosité. Et elle n'hésite pas à forcer sur les traits quand elle joue son personnage. Anna est décrite comme une personne autoritaire et méchante, particulièrement envers le personnel de service. Elle critique ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, et affirme vouloir louer un appartement avec terrasse à 12 000 $ par mois. Sauf que quand on est riche à ce point, théoriquement on achète, on loue pas. C'est à cette époque qu'elle commence à avoir recours à des stratagèmes pour éviter de payer. Elle prétend avoir oublié son portefeuille, ou invoque des urgences quand ses cartes de crédit ne fonctionnent pas. Elle joue même la comédie en se forçant à pleurer quand elle se retrouve dans une situation délicate. Simplement, les fausses larmes de la jeune femme sèchent très rapidement quand elle comprend qu'elle ne parviendra pas à embobiner son monde. En 2015, au cours d'un dîner, Anna rencontre le collectionneur d'art et étudiant de l'Université de Pennsylvanie, Michael Xufu Young. Quand elle apprend qu'il prévoit de se rendre à la Biennale de Venise, elle lui demande si elle peut l'accompagner. Michael accepte, puis réserve un vol et une chambre d'hôtel pour Anna, qui lui promet qu'elle lui remboursera ses frais. Une somme comprise entre 2 et 3 000 $. Mais sans surprise, dès leur retour à New York, elle fait semblant d'oublier cet arrangement et ne paie pas. Michael suppose d'abord qu'Anna est simplement étourdie et décide de ne pas la harceler. Pour 3 000 $, je suis devant ton immeuble 24 heures sur 24 et je fixe ta fenêtre sans cligner des yeux comme un psychopathe. La même année, elle assiste à Art Basel à Miami Beach et continue de cultiver son image dans les cercles artistiques influents. Toujours dans sa stratégie de construction sociale, elle engage peu après une agence de relations publiques et la charge d'organiser sa fête d'anniversaire. Elle a lieu au restaurant Saddles en janvier 2016. Mais quand vient l'heure de régler les prestations, la carte de crédit d'Anna est refusée. Le personnel cherche alors à la joindre, mais ils n'y parviennent pas. C'est à ce moment qu'il remarque que Michael figure sur des photos prises durant l'événement et décide de le contacter directement pour obtenir les coordonnées d'Anna. Suite à cette conversation, il commence à se méfier d'elle. Avec un peu de recul, c'est vrai qu'Anna paie toujours en espèces et vit comme une vagabonde, passant d'hôtel en hôtel sans jamais s'installer nulle part. Michael finit par être remboursé.
depuis un compte Venmo au nom d'une personne inconnue. Venmo, c'est un genre de PayPal. Cela dit, il ne fait plus confiance à Anna. Donc une fois son argent récupéré, il la bloque sur les réseaux sociaux et met fin à leur amitié. Une déconvenue pour la prétendue riche héritière, mais elle a plus d'un tour dans son sac. En février 2016, en boîte de nuit, Anna rencontre Rachel DeLoach-Williams, qui travaille comme éditrice photo à Vanity Fair. Les deux femmes deviennent rapidement des amies proches, et encore une fois, tout est calculé. L'association d'Anna avec Michael Xu Yang lui a déjà ouvert des portes dans le monde de l'art, tandis que son amitié avec Rachel lui donne un ancrage dans le milieu des médias. En parallèle, la jeune femme peaufine la biographie de son personnage. Elle se présente désormais comme une héritière allemande disposant d'un fonds fiduciaire de 60 millions d'euros basé en Suisse. Pour rendre ce mensonge crédible, elle crée de faux relevés bancaires et autres documents financiers bidons à l'aide de Microsoft Word. Grâce à ça, elle peut prouver qu'elle dispose effectivement de cet argent, mais qu'il lui est impossible d'y accéder depuis les États-Unis parce qu'il est bloqué dans des trusts. Un trust, c'est un mécanisme juridique qui permet de bloquer une somme. Par exemple, les 60 millions d'euros d'Anna ne seront débloqués que lorsqu'elle aura atteint l'âge de 30 ans. L'une de ses connaissances la met alors en contact avec l'avocat Andrew Lentz du cabinet Gibson Dunn. Puis l'homme la présente à son tour à des représentants de plusieurs grandes institutions financières, telles que City National Bank, Fortress Investment Group et la Banque Postale. Bon, c'est pas vrai pour la Banque Postale, même si c'est un grand groupe aussi. Un grand groupe d'emmerdeurs. En novembre 2016, Anna soumet des documents falsifiés dans le cadre d'une demande de prêt de 22 millions de dollars auprès de City National. Sauf que la banque refuse de lui accorder ce crédit, parce que la jeune femme ne parvient pas à fournir la source de ses actifs suisses. Elle se tourne donc vers Fortress Investment Group. Fortress accepte d'examiner la demande d'Anna, à la condition qu'elle paie 100 000 dollars pour couvrir les frais juridiques liés à l'instruction du dossier. Cette somme, elle ne l'a évidemment pas, et entre-temps, le Church Mission House, qu'elle convoitait tant, est finalement loué à Photographiska à New York. Mais qu'à cela ne tienne, Anna est bien décidée à gratter un maximum d'argent quand même. Le 12 janvier 2017, elle convainc City National de lui accorder une facilité de découvert temporaire de 100 000 dollars. En promettant de rembourser tout ça rapidement. Anna transfère ensuite la somme à Fortress pour la demande de prêt. Mais l'un des directeurs de la banque devient méfiant en raison d'incohérences dans ses documents. Il tique sur le fait qu'elle prétend être d'origine allemande, alors que son passeport indique qu'elle est née en Russie, entre autres. Lorsque l'homme propose de vérifier les actifs d'Anna au moyen d'une rencontre avec ses banquiers domiciliés en Suisse, elle retire immédiatement sa demande de prêt. En février 2017, Fortress lui restitue 55 000 dollars. Une somme correspondant à la portion des 100 000 dollars qui n'a pas été dépensée dans le cadre de leur enquête préalable. Galvanisée par les chiffres qui s'affichent sur son compte, elle dépense à tort et à travers. Elle s'achète une pelletée de vêtements de luxe et autres produits électroniques coûteux et s'offre les services d'un coach personnel. Pour résumer, elle vit sa meilleure vie. Mais comme on peut s'en douter, à ce train-là, ça risque de pas durer bien longtemps. Le 18 février 2017, Anna s'installe dans une chambre à 400 $ la nuit au Eleven Howard, un hôtel chic de Soho à Manhattan. Elle distribue fréquemment des pourboires de 100 $ en espèces aux concierges, avec qui elle se lie d'amitié, ainsi qu'à d'autres employés pour des tâches très simples. Malgré tout, la plupart des salariés trouvent Anna agaçante, à cause de ses commentaires impolis et classistes. Et elle a pas l'air d'être sur le point de quitter l'établissement, parce qu'elle y prend ses aises. Elle se promène régulièrement dans le bâtiment en leggings ou en peignoir, dîne souvent au Coucou, le restaurant de l'hôtel, et se lie d'amitié avec le chef Daniel Rose. Anna met tous ses repas sur la note de sa chambre, et offre au concierge des massages, des manucures, ou encore des séances avec la coach sportive des célébrités, Casey Duke. Mais quand la direction découvre qu'il n'y a pas de carte de crédit enregistrée à son nom dans les fichiers, elle insiste pour que leur cliente règle sa facture de 30 000 $. Anna est dos au mur. Alors en désespoir de cause, elle fait livrer une caisse de champagne Dom Pérignon 1975 au personnel de l'hôtel. Elle espère que ça suffira pour les amadouer et leur faire oublier la note salée dont elle est redevable. Mais la politique de l'établissement les empêche d'accepter son cadeau. En mars 2017, Anna n'a déjà plus d'argent. Quand je disais que ça allait pas durer longtemps, elle a réussi à fumer ses 55 000 $ en à peine un mois. Et encore, elle a reçu l'argent le 18 février, donc même pas en un mois en vrai. À cette époque, Anna est très active dans la haute société new-yorkaise.
Elle assiste à des dîners au cours desquels elle rencontre des célébrités comme Macaulay Culkin et Martin Shkreli. Ce dernier, on en reparlera un peu plus tard sur la chaîne parce qu'il mérite sa propre vidéo et vous verrez que c'est peut-être même pire que celle que je vous raconte maintenant. Bref, en avril 2017, Anna dépose des chèques frauduleux d'une valeur totale de 160 000 $ sur un compte Citibank et parvient à en retirer 70 000. Elle transfère ensuite 30 000 $ au Eleven Howard pour régler sa facture impayée. À travers ses interactions et ses manœuvres financières, Anna perfectionne son personnage. Elle travaille son attitude hautaine et distante, parce qu'elle pense que ce comportement est propre à certaines personnes nées et élevées dans l'opulence. Et donc, pour paraître riche, il faut agir de la sorte. Peu à peu, elle en vient à maîtriser l'art de parler argent, sans jamais réellement entrer dans les détails, et mentionne des sommes astronomiques avec une désinvolture calculée. Des discours réfléchis, appuyés par les vêtements de créateurs qu'elle porte, ses séjours dans les hôtels luxueux et sa présence dans les lieux les plus branchés de New York. Sauf que c'est pas seulement par le biais de la supercherie et la manipulation qu'Anna parvient à convaincre. Elle démontre également une connaissance approfondie du monde dont elle prétend faire partie. Elle connaît tout le jargon financier sur le bout des doigts, mais aussi toutes les bonnes adresses, des restaurants les plus réputés aux meilleures galeries d'art. La jeune femme comprend à présent les codes sociaux de l'élite et s'y conforme parfaitement. Sa capacité à naviguer dans cet univers avec tant d'aisance renforce sa crédibilité aux yeux de ceux qui l'entourent. L'un des aspects les plus fascinants du personnage d'Anna Delvey réside dans sa confiance en elle-même. Elle ne doute jamais, ou du moins ne le montre pas. Cette assurance inébranlable, assortie d'un culot astronomique, est peut-être son atout le plus précieux. Dans un monde où l'apparence et la perception sont souvent plus importantes que la réalité, le fait qu'Anna affirme être qui elle prétend être, avec conviction, suffit souvent à dissiper les doutes. Oui, mais vous allez voir que la chute va être brutale, parce que ça va pas durer. En mai 2017, Anna monte d'un cran dans ses arnaques, en réservant un vol aller-retour sur un jet privé via Blade Air Mobility pour se rendre à Omaha, dans le Nebraska. Son objectif ? Assister à l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway dans l'espoir de rencontrer Warren Buffett. Pour ceux qui ignorent qui c'est le plus grand investisseur en bourse qui ait existé. Pour ce faire, elle envoie une fausse confirmation de virement bancaire de la Deutsche Bank pour le règlement des frais de 35 390 $ liés à son trajet en jet privé. Anna prétend avoir rencontré le PDG de Blade, Robert S. Wiesenthal, et qu'il se porte garant de sa solvabilité. Un homme qui n'a jamais entendu parler d'elle jusque-là. Suite à de nombreux échecs de paiement, Blade fait un signalement à la police en août 2017. Et du côté du logement, ça va pas mieux. Parce qu'étant donné qu'elle refuse toujours de fournir une carte de crédit au Eleven Howard, l'établissement décide de la mettre à la porte. Le code d'entrée de sa chambre est changé pendant son séjour à Omaha, et ses affaires sont placées en consigne. Pour se venger, elle utilise une technique qu'elle a apprise de Martin Shkreli. Elle achète les noms de domaine correspondant aux noms des directeurs de l'hôtel et leur envoie des emails, en demandant une rançon d'1 million de $ chacun. Une méthode aussi absurde que grossière qui ne marche pas. Après 3 mois de séjour au Eleven Howard, Anna déménage ses affaires au Mercer Hotel, avec l'aide de son amie Rachel. Elle séjourne également 2 nuits au Bowery Hotel, grâce à l'envoi d'un faux reçu de virement bancaire de la Deutsche Bank à l'établissement. En mai 2017, Anna invite Rachel, Casey Duke et son vidéaste à participer à ce qu'elle présente comme un voyage tout frais payé au Maroc. Elle doit soi-disant s'y rendre parce qu'elle a besoin de réinitialiser son autorisation électronique de voyage. Inspirée par Khloé Kardashian, Anna réserve un riad à 7 000 $ la nuit avec 3 chambres, une piscine privée et un majordome dédié à la Mamounia, un hôtel de luxe 5 étoiles de Marrakech. Elle a l'intention de réaliser un documentaire sur les coulisses de la création de sa fondation. Et une fois sur place, c'est encore et toujours la même rengaine. Après quelques jours, le personnel de l'établissement fait savoir à Anna qu'il ne peut pas débiter ses cartes de crédit et exige un autre moyen de paiement. Elle tente alors de trouver des excuses et accuse les salariés d'avoir mal tapé les numéros de ses cartes ou les systèmes d'être en panne. Afin d'éviter de se faire éjecter avec ses invités, Anna demande à Rachel de payer la facture de 62 000 $ en utilisant ses cartes de crédit professionnelles et personnelles. Elle lui promet de la rembourser par virement bancaire au plus vite. Oui, mais pour Rachel, cette somme représente plus d'1 an de salaire net. C'est donc tout bonnement énorme. Mais vu qu'elle fait confiance à son amie, elle accepte sans hésiter. Malgré toutes ces belles paroles, quand vient le moment de rendre l'argent, Anna lui sort excuse sur excuse. Rachel ne récupère finalement que 5 000 $ sur les plus de 62 000 qu'elle lui doit.
et se voit à son tour obligée d'emprunter de l'argent à des amis pour pouvoir payer son loyer. Sympa la copine. Seulement Rachel n'est pas dupe, et elle a rapidement des doutes concernant la véracité des excuses que lui sert Anna pour justifier l'absence de remboursement. Elle décide alors de contacter d'autres connaissances qui lui ont également avancé de l'argent. Ce faisant, Rachel comprend vite qu'elles non plus n'ont jamais rien récupéré de ce qu'elle lui avait prêté, ou pas grand-chose. En parlant avec ces personnes, elle se rend également compte du fait qu'Anna a raconté une histoire différente à chacune sur la prétendue richesse de ses parents. Après ça, il est clair pour Rachel que son amie n'en est pas une, et qu'elle n'est là que pour profiter d'elle. En d'autres termes, c'est une arnaqueuse. Et il se trouve que durant son séjour au Maroc, Anna n'a pas escroqué que Rachel. Lorsqu'elle était là-bas, elle a également séjourné au Casbah Tamadot, un hôtel de luxe Virgin Limited Edition, et au Four Seasons de Casablanca. Elle avait déjà pressé Rachel comme un citron. Donc cette fois, elle a demandé à Casey, qui était déjà retournée à New York en raison d'une intoxication alimentaire, de payer à sa place. Casey, elle aussi très généreuse, ou bonne poire, ça dépend du point de vue, a accepté et même proposé d'acheter à Anna son billet de retour pour New York. Cette dernière, qui ne recule jamais devant rien, en a profité pour demander à faire le voyage en première classe. Tant qu'à faire, hein. Je trouve que ça rend même plus crédible finalement. Dans les hôtels, Anna s'est fait plaisir. Elle a bu des grands crus et les champagnes les plus chers. Puis elle a pris un hélicoptère pour se rendre à l'aéroport de Casablanca. Le tout aux frais de Casey qui, exactement comme Rachel, ne parvient pas à récupérer l'importante somme avancée par la suite. De retour à New York, plus tard en mai, Anna s'installe au Beekman Hotel. 20 jours plus tard, en juin 2017, elle a déjà accumulé 11 518 $ de dettes et refuse de régler malgré des promesses répétées, donc elle est expulsée. Elle tente ensuite sa chance au W New York Downtown Hotel and Residences. Mais au bout de 2 jours, elle se fait de nouveau virer, et même accusée de vol de service parce qu'elle n'a pas réglé sa facture de 503 $. En conséquence, le 5 juillet, Anna se retrouve sans domicile. Elle n'a pas un rond et aucun endroit où dormir. Alors elle interrompt Casey en plein milieu d'un rendez-vous. En pleurant à chaudes larmes, elle la presse de lui fournir un logement, mais ça ne fonctionne pas. Après avoir essuyé un premier refus, Anna demande également à Rachel de l'héberger. Sauf qu'elle non plus ne se fait pas avoir. Enfin, pas cette fois-ci. Au cours des jours suivants, elle retire environ 8 200 $ en espèces, avant que les chèques ne soient retournés. Les 17 et 21 août 2017, Anna dépose 2 chèques sans provision d'une valeur de 15 000 $ sur son compte à la Signature Bank. Ce qu'elle ignore, c'est que depuis un moment, le procureur de Manhattan enquête sur elle pour fraude bancaire. Et il est sur le point de la faire tomber, parce que Rachel travaille en collaboration avec Michael McCaffrey, un officier du département de police de New York. Début octobre 2017, Anna séjourne à Passages, Malibu, un centre de luxe de désintoxication et de traitement des addictions situé en Californie. Afin de faciliter son arrestation, Michael demande à Rachel d'organiser un déjeuner dans un restaurant à l'extérieur de l'établissement. Mais Anna n'a pas le temps de s'y rendre, parce que dès qu'elle sort du centre, des officiers du département de police de Los Angeles l'appréhendent. Plus tard ce mois-là, le grand jury dresse contre Anna un acte d'accusation aux multiples facettes. Elle est poursuivie principalement pour escroquerie à grande échelle, avec différents niveaux de gravité selon les victimes et les montants concernés. Ces accusations couvrent l'ensemble de ses activités frauduleuses. Ses tentatives d'obtenir des prêts bancaires sous de faux prétextes, ses chèques sans provision, les frais du voyage au Maroc imposés à Rachel, ainsi que toutes les factures d'hôtel et de restaurants restées impayées. Le procès d'Anna s'ouvre le 20 mars 2019 et jusqu'à ce qu'il prenne fin, elle doit rester incarcérée à Rikers Island, où elle multiplie les infractions pour mauvaise conduite. Entre bagarres et non-respect des ordres, elle en commet 13 et se retrouve placée à l'isolement pendant Noël. À sa demande, l'avocat d'Anna organise la venue d'une styliste chargée de lui procurer des tenues pour ses comparutions au tribunal. Et non content d'avoir une attitude déplorable, elle fait également des siennes d'une autre manière. Anna échange son uniforme de Rikers Island contre une robe Michael Kors. Le lendemain, elle associe un haut transparent Saint-Laurent à un pantalon Victoria Beckham. Et un autre jour, elle refuse d'entrer dans la salle d'audience parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie dans les vêtements qui lui ont été fournis par la prison. Je vais aller voir ce qu'il donne comme vêtements en tôle pour comprendre ce qu'il a rebute tant que ça et ça a l'air ok, ça ressemble vachement à mes fringues d'ailleurs. Lors du procès, l'avocat d'Anna affirme que son intention a toujours été de rembourser ses dettes et que tous les services qu'elle a reçus lui ont été fournis en échange de publicité sur Instagram. Il la décrit comme une entrepreneuse et la compare même à Frank Sinatra en déclarant qu'ils ont tous les deux créé une opportunité en or à New York. Dans une interview qu'elle donne avant sa condamnation, Anna déclare «
Je vous mentirais à vous, à tout le monde et à moi-même si je disais que je regrettais quoi que ce soit. Le 25 avril 2019, après 2 jours de délibération, le verdict tombe. Le jury reconnaît Anna coupable de la majorité des fraudes qui lui sont reprochées. Elle est notamment condamnée pour ses escroqueries envers les banques, les hôtels et plusieurs établissements de luxe. Sauf que le jury l'acquitte sur 2 points importants. Sa tentative d'obtenir un prêt de plusieurs millions auprès de City National Bank et, fait notable, les 62 000 $ que Rachel avait déboursés pour le voyage au Maroc. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Cette dernière décision constitue un coup dur pour la victime, qui voit son ancienne amie échapper à toute responsabilité légale concernant cette dette. Le 9 mai 2019, Anna est condamnée à purger entre 4 et 12 ans dans une prison d'État. Elle doit également payer une amende de 24 000 $ et restituer 199 000 $, dont 100 000 à City National, 70 000 à Citibank et environ 2/3 du montant dû à Blade. Mais vous allez voir qu'encore une fois, elle va réussir plutôt bien à s'en sortir. L'histoire d'Anna commence véritablement à captiver l'attention du public en 2018, lorsque Jessica Pressler publie un article détaillé sur elle dans le New York Magazine. Cette publication, qui passe d'abord relativement inaperçue, attire finalement l'œil des producteurs de Netflix. Le géant du streaming y voit un potentiel narratif extraordinaire et verse 320 000 $ à Anna pour acquérir les droits d'adaptation de son histoire. Cette transaction ne fait pas vraiment l'unanimité. Le bureau du procureur général de New York intervient rapidement et invoque la loi Son of Sam de l'État, qui interdit aux criminels condamnés de tirer profit de la médiatisation de leurs crimes. Grâce à cette intervention juridique, la majorité des fonds versés par Netflix est saisie, notamment pour couvrir l'amende et les restitutions auxquelles Anna a été condamnée lors de son procès. Le tribunal lui permet néanmoins de conserver 22 000 $ sur la somme totale. Il lui épargne également le remboursement de quelques 260 000 $ de frais juridiques, réclamés par plusieurs sociétés victimes de ces arnaques. On peut donc affirmer sans trop risquer d'exagérer qu'elle s'en sort très bien au vu du contexte. Le 11 février 2021, après avoir purgé près de 4 ans de sa peine, Anna obtient une libération conditionnelle. Elle s'installe au Nomad Hotel et, fidèle à son goût pour la mise en scène, elle engage immédiatement une équipe de tournage allemande pour documenter sa nouvelle vie. Cette liberté retrouvée va être de courte durée. 6 semaines seulement après sa sortie, l'Immigration and Custom Enforcement, abrégé ICE, la place en garde à vue pour expiration de visa. La question de son expulsion vers l'Allemagne se pose, mais un juge de l'immigration statue qu'une telle libération serait risquée. Dans sa décision, le magistrat souligne qu'Anna continuerait probablement à commettre des actes frauduleux et malhonnêtes si elle était remise en liberté. C'est en octobre 2022 qu'elle est finalement libérée, contre le paiement d'une caution de 10 000 $. Pour régler ses frais, elle puise dans une impressionnante somme qu'elle a récoltée en s'appuyant sur quelque chose qu'elle a développé pendant son incarcération: l'art. Quand elle était derrière les barreaux, Anna a lancé une collection de NFT, mais elle a également commencé à dessiner et à créer des œuvres reflétant son expérience et son point de vue. Cette transition vers l'expression artistique a débouché sur plusieurs expositions, dont une intitulée Free Anna Delvey, qui s'est tenue du 17 au 24 mars 2022, alors qu'elle était encore incarcérée. L'exposition rassemblait les œuvres de 33 artistes inspirés par l'histoire d'Anna, incluant certains de ses propres dessins. Chaque œuvre a été mise en vente pour 10 000 $. Le 19 mai 2022, une seconde exposition a ouvert dans une boîte de nuit, au 2e étage du Public Hotel à Manhattan. Ces expositions, largement médiatisées, ont permis à Anna de vendre ses créations pour un montant total de 340 000 $. Quand il a été question d'une libération sous caution, c'était le jackpot pour elle. Elle avait bien assez d'argent pour pouvoir s'offrir sa liberté. Seulement, cette dernière s'accompagne de conditions strictes. Résidence surveillée 24 heures sur 24 dans un appartement de 44 mètres carrés à Manhattan. Port d'un bracelet électronique et interdiction formelle d'accéder aux réseaux sociaux. Paradoxalement, c'est pendant cette période de surveillance que la notoriété d'Anna atteint son apogée. La diffusion d'Inventing Anna sur Netflix en février 2022 transforme la perception publique de l'arnaqueuse. La série produite par Shonda Rhimes devient un véritable phénomène culturel. Anna est finalement arrivée à avoir ce qu'elle voulait depuis le départ. Elle est désormais une célébrité reconnue.
Et son nom est sur toutes les lèvres. Bon, pas pour les bonnes raisons, mais ça, elle s'en fiche pas mal. Et sans surprise, elle capitalise un maximum sur sa notoriété naissante. En 2022, Anna signe un contrat pour participer à une série de télé-réalités sur sa vie post-carcérale. Elle travaille également sur un livre relatant son expérience en prison et lance un podcast. Sa nouvelle stature lui permet de côtoyer des célébrités établies, telles que Paris Hilton et sa sœur Nikki Rothschild, qu'elle a rejoint dans un épisode du podcast This is Paris. Début 2024, les restrictions qui pèsent sur Anna s'assouplissent progressivement. Elle obtient l'autorisation de déménager sa résidence surveillée dans la vallée de l'Hudson, chez son amie Kelly Cutrone, une figure emblématique de la mode et ancienne juge de America's Next Top Model. Kelly et Anna ont d'ailleurs fondé l'Outlaw Agency et organisé plusieurs défilés de mode, notamment pour la marque Chao New York. En août de la même année, Anna retrouve son droit d'accès aux réseaux sociaux, et le périmètre de sa résidence surveillée est étendu à un rayon de 121 km autour de son domicile. En septembre 2024, dans une démonstration parfaite de sa réintégration dans la sphère médiatique, Anna participe à l'émission Dancing with the Stars. Son passage y est bref, parce qu'elle fait partie des premières célébrités éliminées, mais révélateur. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle retiendra de cette expérience, sa réponse laconique « rien », témoigne de cette désinvolture qui a toujours caractérisé son personnage. Suite à ça, elle aurait même décidé de lancer une marque de vêtements appelée Nothing, ou rien. Mais elle vient d'arnaquer tout le monde là, pourquoi on lui fait encore confiance? J'ai raté un épisode ou quoi? Putain, pourtant c'est moi qui raconte. Bref, toujours en septembre 2024, elle défile pour la marque Chao New York pendant la Fashion Week. Elle arbore fièrement son bracelet électronique, ce qui génère énormément de couverture médiatique, et en 2025, elle remet le couvert. L'affaire Anna Delvey a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire contemporaine. Son histoire a inspiré non seulement une série Netflix, mais aussi de nombreuses émissions de télévision, des podcasts et même une pièce de théâtre. Rachel Williams, l'une de ses principales victimes, a publié My Friend Anna en juillet 2019, un livre dans lequel elle détaille ses expériences avec l'arnaqueuse, et particulièrement leur voyage à Marrakech, qui l'a profondément affectée, tant financièrement que psychologiquement. Au-delà du simple divertissement, les combines d'Anna soulèvent des questions fondamentales sur notre société. Comment une femme, qui à la base dormait dans sa voiture, a pu s'infiltrer si facilement dans les cercles les plus exclusifs de l'élite new-yorkaise? La réponse réside peut-être dans notre tendance collective à juger les individus sur leurs apparences, plutôt que sur leur substance. Bon, après les riches américains, on va pas se mentir, c'est quand même les pigeons parfaits en général. Voici pour cette histoire d'arnaque. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, c'est juste là, ça m'aide énormément. Vous pouvez liker la vidéo aussi. Je vous remercie d'avoir été présent, on se retrouve bientôt pour une nouvelle affaire. Bye.